Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine, donc notre actualité cette semaine. Dans le cadre des élections municipales, nous réalisons des entrevues avec les candidates à la mairie dans la MRC de Dautré. Cette semaine, c'était au tour de Saint-Norbert. Christian Dubé, qui est ministre de la Santé et des Services sociaux, a tenu 2 conférences de presse cette semaine où il annonçait en premier temps plusieurs assouplissements des mesures sanitaires et en deuxième temps que le gouvernement renonce à la vaccination obligatoire pour le personnel du réseau de la santé. Xavier Roy, qui est directeur général du Festival de Lanaudière, fait partie des 2 gagnants ayant remporté le prix John Upday, remis par le Conseil des arts du Canada. Le Centre d'art Diane Dufresne présente en primeur l'exposition 2 cœurs, 2 têtes entre rêve et réalité de Armand Vaillancourt et Alexis Vaillancourt jusqu'au 9 janvier 2022. Après une 10e édition entièrement en ligne l'an dernier, le comité organisateur du prix collégial du cinéma québécois a annoncé une édition spéciale qui s'appelle le prix de la décennie. Nous en parlions avec Luc Grenier, qui est professeur au Cégep de Lanaudière à l'Assomption, qui font partie des membres pour voter. Marianne Marion, qui est native de Saint-Gabriel-de-Brendune, a publié un nouveau roman intitulé Café Tao. Aide à domicile Dautré recrute présentement des employés. Nous en avions parlé avec Benoît Lortie, qui est directeur général. L'opération Nez Rouge provinciale a lancé sa 38e campagne qui se déroulera du 26 novembre au 31 décembre 2021. L'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette a repris ses activités. Sous le thème de l'Halloween, l'orchestre a fait 4 courtes vidéos. Nous vous en présentons une. Donc, bonne émission à vous! En fait, ici à la salle municipale, on a fait, tu sais, comme je vous dis, il y avait du théâtre aussi quand on était jeune, qu'on venait. Les parties de 8 qui sont ici depuis vraiment longtemps que je participe, ça c'est un gros party annuel. Là. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas, mais c'était vraiment le fun, c'était ici. On voit aussi, là, on ne voit pas à la télé, mais on voit les portraits des mères au-dessus de la salle ici. Ça, je regardais ça quand j'étais petite, puis j'étais comme, oh mon Dieu! Okay. Fait que là, peut-être qu'un jour, peut-être prochainement, ça va être ma photo qui va être au bout, une femme mairesse de Saint-Norbert. Okay. Donc, c'est ça. Ici aussi, on faisait des lavotos pour la petite école, pour ramasser des fonds. À l'école aussi, on faisait des bazars. Là, tout le monde participait. En tout cas, j'ai vraiment des beaux souvenirs de Saint-Norbert. D'où pourquoi je m'implique à Saint-Norbert. Je veux ramener l'engouement que j'avais et que j'ai encore pour Saint-Norbert. Fait que nos adolescents s'ennuient un peu. Fait que j'aimerais vraiment ça, trouver un truc pour qu'ils puissent se rassembler. Tu sais, au moins rouvrir le chalet des loisirs, ça serait un minimum. Puis après ça, les consulter, voir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Comme j'ai dit, j'organise souvent des parties de hockey. Fait que ça aussi, j'aimerais ça ouvrir l'école de temps en temps, le gymnase de l'école, pour faire des games de hockey cosum, peut-être le soir, un soir semaine, quelque chose comme ça. Au moins, ça les fait bouger, ça les fait se rassembler, puis il y a quelqu'un qui est là pour, responsable qui est là. C'est sûr que moi, je suis une fille de hockey aussi. J'ai gagné beaucoup de championnats de hockey de tous les niveaux, ballon-ballet aussi, les provinciaux. Fait que j'aimerais ça ramener ça un tournoi de ballon-ballet. Okay. Je trouve que ballon-ballet, c'est accessible à tout le monde, autant les plus vieux que les plus jeunes. C'est pas en patin, c'est vraiment à pied. Fait que tout le monde est capable de marcher. Fait que c'est accessible, c'est rassembleur. Ça serait vraiment super. C'est sûr que je veux aussi beaucoup collaborer avec les municipalités autour. Parce que, comme je l'ai dit, on est quand même une petite municipalité. On est toujours autour de 1000 habitants. Depuis que je suis née, en fait, je suis née ici, puis on est 1000 depuis que je suis née. Fait que, il n'y a pas plus de maisons, ben un petit peu plus, là, mais tu sais. C'est pas... on est à peu près stable. Fait que, on peut pas se permettre... On n'aura pas un aréna, on n'aura pas une piscine, on n'aura pas... Il y a plein de choses qu'on n'aura pas. Fait qu'il faut collaborer avec les municipalités autour. Comme Saint-Gabriel, qui ont déjà ces offres de services-là. Ils ont déjà la plage aussi. Je dirais plus en termes de période, là, ça a été le temps à Saint-Hippolyte. Tout le temps passé en nature... dans le bois, les amis voisins, tout ça, c'était très actif, c'était très fun. Notre petit lac tout le temps aller, on avait un petit pédalo, attraper des grenouilles, puis des choses comme ça. Du bon temps. Tout c'est créer des activités qui vont les intéresser. S'occuper des personnes âgées aussi, on a beaucoup de personnes âgées qui sont seules, qu'il faut essayer de les amener à sociabiliser puis à connaître d'autres gens du village, puis à avoir, surtout après la COVID, je dis après parce j'espère qu'on est sur la fin, là.
Mais les gens se sont beaucoup isolés, puis essayer de les ramener à voir des gens. C'est pas facile, puis ça prend des activités. Les activités, il faut essayer de toucher tout le monde, mais ça va prendre du temps avant de réussir à avoir une bonne participation. Les gens commencent à réaliser que les activités sont de qualité, qu'on fait des trucs bien, que c'est le fun. Fait qu'ils viennent une fois, ils en essayent une, on réussit à en faire une qui intéresse tel type de personne. Ils viennent, ils aiment ça. Mais ils reviennent à la prochaine. Part important, c'est l'église. On a une magnifique église, c'est tout ce qu'on voit quand on rentre à Saint-Norbert. Cette église-là, le projet initial, c'était d'en faire une salle de spectacle. La salle de spectacle, ça fonctionne et on veut encore faire des spectacles là, mais quand on est arrivé pour booker des artistes, souvent ils refusaient de faire une salle pleine parce que le côté des colonnes, il n'y a pas de visibilité sur la scène. Il y a des grosses colonnes de chaque côté. Fait que ces côtés-là n'étaient pas utilisables. L'idée qu'on a eue, c'était d'amener la bibliothèque dans l'église. La bibliothèque, on a des bénévoles qui la tiennent ouverte puis qui font une bonne job. Le nombre de membres a augmenté beaucoup. Puis d'utiliser ça pour rendre l'église vivante, ouverte en tout temps. Puis ce qu'on dit tout le temps, c'est que les gens ont peur des fois d'une bibliothèque parce que c'est comme... On veut surtout pas ça, on veut une salle active. Notre bibliothèque, présentement, n'est pas silencieuse du tout. Que les gens puissent s'installer, jouer aux cartes. Jouer à des jeux de société, avoir plusieurs jeux, avoir des tablettes à disposition, que les jeunes puissent s'installer, jouer à des jeux, faire des trucs, est assez grande pour qu'un groupe de personnes âgées jasent dans un coin, d'autres jeunes jasent dans un autre coin, puis quelqu'un lit tranquille dans un autre coin. Donc le but, c'est de créer un lieu de rassemblement. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a 97% de nos employés de la santé, nos employés actifs sur le CERF, qui ont reçu au moins une dose. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut se rappeler où on était au moment de la recommandation à la fin là, du mois d'août. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais on était à 90, presque 91%. Donc, il y a eu une grande amélioration depuis ce temps-là. Donc, il faut mettre ça en perspective. La vaccination des travailleurs de la santé ne sera plus obligatoire pour les employés qui sont actuels du réseau, mais elle sera obligatoire pour tous les nouveaux employés, premièrement. Et deuxièmement, la santé publique exige un dépistage qui est très rigoureux, et j'insiste sur le mot rigoureux, de tous les employés non vaccinés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu, qui ont reçu aucune dose, et ce, 3 fois par semaine. Les conséquences de ça. Puis je veux être très clair. Là, je parle entre autres à tous les travailleurs de la santé. Tous les travailleurs de la santé. Ce qu'on annonce aujourd'hui, puis c'est comme on le fait depuis le 15 octobre, les mesures qu'on a annoncées au 15 octobre, elles demeurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, que tous les travailleurs non vaccinés n'ont pas accès aux primes COVID et ni aux primes de rétention. C'est pas tout le monde qui a vu l'effet sur leur paye jusqu'à maintenant. Là. Premièrement. Deuxièmement, on va continuer d'exiger des travailleurs non vaccinés qui soient testés au minimum 3 fois par semaine. Et ça, je le dis, là, c'est autant au public, dans le réseau public que dans le réseau privé. Ça aussi, c'est non négociable. Et je vais dire qu'on va être intransigeant sur ça. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas se faire dépister vont être mis sans solde. Et d'ailleurs, je le dis, vous l'avez vu dans certains fils de presse cette semaine, qu'on a déjà commencé à mettre des employés sans solde qui refusaient de se faire dépister. La santé publique a donné son feu vert pour qu'on puisse avoir de nouveaux assouplissements, des accomplissements aussi, les deux. Mais en fait, ce que j'aimerais préciser, c'est que les assouplissements qu'on annonce aujourd'hui ne sont qu'effectifs le 15 novembre. Puis je le répète parce qu'on veut donner de la visibilité, mais en même temps, on a remarqué souvent lorsqu'on faisait des assouplissements comme ça que les gens les prenaient pour acquis, puis c'était le lendemain qu'on commençait à s'en servir. Puis la raison pour laquelle je veux faire cette précision-là, c'est qu'on n'a pas eu encore l'impact des assouplissements qui ont pris effet hier. On parle de ce qui est arrivé, le nombre de personnes dans les restaurants. Donc, il faut être très prudent que les assouplissements qu'on annonce, on respecte leur date d'application.
Du côté des restaurants, je vais commencer par les restaurants et les bars, puis je vais y aller rapidement parce que je vous dirais en termes de résumé là, pour les gens ici là, de la tribune de presse, mais aussi pour les Québécois qui nous écoutent, de ne pas hésiter à aller voir québec.ca parce que nos gens de communication ont fait non seulement un bon résumé des changements qu'on annonce aujourd'hui, mais on fait une mise à jour de toutes les mesures qui sont applicables à compter du 15. Donc, on va avoir un bon résumé dans ce tableau-là de ce qu'on peut faire maintenant, le nombre de personnes dans un restaurant, le nombre de personnes dans un rassemblement privé, parce qu'il y a eu beaucoup de changements des mesures, fait qu'on a demandé que le tableau qui tienne compte des changements qu'on annonce aujourd'hui, puis je vais y aller en rafale. Du côté des restaurants et des bars, depuis cette semaine, je l'ai dit, il y a eu des changements, mais à compter du 15 novembre, il va être possible de danser. On a eu des demandes spécifiques, là. Alors les gens vont pouvoir danser et les clients ne seront plus obligés de demeurer assis à table. Par contre, vous allez le voir, à chaque fois dans le tableau, on montre si le port du masque est obligatoire et dans ce cas-là, oui, on peut se lever, on peut danser, mais on doit garder le couvre-visage. Je me suis un petit peu étouffé quand j'ai vu la recommandation du Dr Arruda sur le karaoké. Alors oui, maintenant le karaoké va être maintenant possible. Par contre, le chanteur doit être à 2 mètres de la foule ou porter un masque et se placer derrière une barrière physique, là, un peu comme on voit ici. Alors, je suis très content pour le karaoké, dans le fond. Alors, ces nouvelles règles s'appliquent aussi aux casinos et aux maisons de jeu. Puis, je veux par contre préciser, et je le répète, que le masque et le passeport vaccinal demeurent obligatoires dans ces endroits-là. Les rassemblements publics, par opposition aux rassemblements privés, dans les rassemblements publics, les personnes pourront rester debout sans avoir de place assignée et pourront également danser. Par exemple, les congrès, les conférences, les spectacles, les festivals et les événements. Pour les événements où le passeport vaccinal sera demandé, il n'y aura pas de limite de capacité et le masque, en fait, demeure obligatoire. Très important, nos sports hivernaux extérieurs. Beaucoup de demandes des jeunes, des parents. Maintenant, pour les sports qui sont hivernaux extérieurs, qu'on appelle à accès libre, comme le hockey, la glissade, le ski de fond, le passeport vaccinal n'est pas exigé. Par contre, les participants devront maintenir une distance de 1 mètre et le couvre-visage devra être porté à l'intérieur, par exemple dans les chalets ou les aires de restauration lorsqu'on fait ce type de sport-là. Puis, bonne nouvelle aussi pour les sports qui ont un remont-pente. On peut penser au ski, entre autres, mais aussi les glissades. Le passeport vaccinal sera exigé et le couvre-visage devra être porté dans les télécabines, très important pour des raisons de commodité. Le foulard ou le cache-cou, dans ces cas-là, seront acceptés comme couvre-visage. Pour les activités, ce qu'on appelle dans les sports, qu'on appelle à accès contrôlé, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure pour les activités extérieures, il n'y a plus de limite de participants et le passeport vaccinal est obligatoire. Alors ça, je pense qu'on est très clair là-dessus. Bonne nouvelle pour les gyms aussi, on en a parlé souvent des gyms, la distance de 2 mètres est levée, mais la distance de 2 mètres doit toutefois être respectée si le masque est retiré. Et ça, je pense que c'est, on pourrait l'appeler un accommodement raisonnable qui est assez important dans les gyms. Milieu de travail, ça, on se le faisait demander depuis très, très longtemps. Merci beaucoup, Dr Arruda, d'avoir trouvé la bonne façon d'amener ça, mais c'est la consigne de privilégier le télétravail prend fin. Ce qui veut dire, c'est que le retour en présentiel est donc possible et ce sera à chaque employeur de déterminer la formule qui leur convient, mais la santé publique lève cette recommandation-là. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens qui veulent avoir un peu la formule hybride, la combinaison de pouvoir faire du télétravail, mais aussi d'aller au bureau. Une autre annonce, qui est importante, c'est pour les masques dans les écoles secondaires. Bon, la santé publique permet aussi la fin du port du masque en classe, dans les écoles secondaires qui sont situées dans les régions où le masque est requis présentement, à l'exception des espaces communs
et du transport scolaire. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle qu'on fait pour les élèves du secondaire. Ben oui, ce prix-là, c'est un prix qui est assez unique dans le milieu culturel canadien, en fait. C'est un prix qui finance, qui récompense pas des artistes, comme le Conseil des arts a l'habitude de le faire, mais plutôt un gestionnaire. Et, à ma connaissance, c'est le seul prix pour la gestion de la culture qui est pan-canadien. Donc, c'est un prix qui est très bien accueilli quand on le reçoit. Là, je suis très heureux de l'avoir reçu. Puis dans le fond, ça soutient principalement des gestionnaires culturels qui sont pas, c'est pas un prix hommage. Là, donc, des gestionnaires culturels qui sont pas en fin de carrière, qui sont plus vers la mi-carrière et qui ont démontré du potentiel. Et dans le fond, le prix permet, dans mon cas, là, de bénéficier d'une année de mentorat, une gestionnaire culturelle très reconnue et très chevronnée au Canada. Et de passer l'année avec elle à l'occasion dans des événements, à développer mon leadership au festival avec ses côtés. Donc, ça va être extrêmement pertinent pour nous. Super. Puis justement, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné ce prix-là? C'est très ému, très honoré parce que c'est un prix que je connais depuis quand même plusieurs années. Il y a beaucoup de gens que j'ai en très haute estime qui ont reçu ce prix-là dans le passé. C'est certain que c'est très touchant. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, ce prix-là, c'est que ceux qui veulent être considérés pour le prix doivent soumettre une idée de projet. Okay. Moi, l'idée que j'avais soumise, c'était comment des grandes organisations culturelles dans des milieux qui ne sont pas les grandes villes, qui sont des milieux urbains plus petits, comment ces organisations culturelles-là peuvent jumeler leurs priorités régionales, donc l'enracinement régional, par exemple, du festival, et en même temps, gérer les priorités liées à leur rayonnement international, à leur développement international. Parce que c'est une tension qui est quelquefois un petit peu complexe à gérer, mais qui est très importante à gérer. Puis c'est très important pour une organisation d'être présente sur les deux tableaux, à la fois à l'international puis du point de vue plus régional. Donc j'ai proposé ce projet-là, puis ça a été accepté. Puis j'aurais pas pu rêver d'une meilleure mentor que Janice Price, qui est la présidente et chef de direction du Band Center, qui est dans 5 des plus grandes organisations au pays. Puis, elle a énormément d'expérience dans les festivals, aussi dans la direction de la gestion de grandes organisations dans des plus petits. Banff est un exemple. Il y a eu Stratford en Ontario aussi. Il y a eu, puis parallèlement à ça, elle a aussi dirigé des institutions à New York et à Philadelphie. Donc, c'est un beau parcours. Ça va être très inspirant de travailler avec elle cette année. Ben, c'est parfait. On a très hâte d'annoncer ce qui attend le public l'année prochaine pour la prochaine édition du festival. On est vraiment heureux de l'édition qu'on vient de terminer en août. Il y a encore de très, très, très belles choses qui attendent le public et les festivaliers pour l'année prochaine. Donc, on va reparler bientôt. Ça représente quoi pour vous, pour la ville de Repentigny, d'avoir cette exposition-là? En plus, je crois que c'est une de vos dernières en tant que mairesse. Oh oui, c'est vraiment la toute dernière. Et dans le fond, comme dit l'adage, c'est bon jusqu'à la dernière goutte. Mais on est très, très honorés. D'ailleurs, l'exposition est en train là, de recevoir les petites touches finales. Et les deux artistes arpentent là, tout autour. Alors, c'est déjà très habité par les Vaillancourt. Et il faut savoir que M. Armand Vaillancourt, dans le fond, a atteint un âge, dans le fond, légendaire. Mais moi, je peux vous dire qu'il est aussi dynamique que ce que j'ai connu de lui il y a maintenant plus de 20 ans. Et il est accompagné, dans le fond, pour une première fois ici à Repentigny par son fils Alexis. Donc, c'est vraiment père et fils. Et donc, une légende vivante.
et une légende montante, on va dire ça comme ça. Et on a habitué depuis l'ouverture, ça fait maintenant 5 ans, que le Centre d'art Diane Dufresne bat son plein. Puis on a habitué à la fois les Repentinoises et les Repentinois, mais tous les amoureux de la culture et bien sûr des arts multidisciplinaires à visiter le Centre d'art Diane Dufresne parce que c'est toujours des expositions qui touchent les visiteurs et qui montrent le côté tellement humain de l'artiste derrière l'œuvre et en lien aussi avec sa démarche de création. Donc aussi, quand on parle de démocratisation de la culture, bien, c'est une belle occasion, quand on vient au Centre d'art Diane Dufresne, de faire cette expérience-là. Et tout en couleur, je peux vous le dire. Super. Puis pour vous, c'est quoi la suite? En fait, je vous dirais que je suis dans mes dernières journées à la mairie de Repentigny. Et bien, en fait, depuis 24 ans, alors c'est sûr que cette semaine, je sens que l'émotion, elle est presque à fleur de peau. Mais je suis très fière parce que vous savez, quand on a été 24 ans à la tête d'une organisation municipale, ça veut dire 6 mandats complets en politique, tous successifs les uns les autres. Moi, je ne peux pas dire autrement que j'ai été choyée par les citoyens de Repentigny de m'avoir renouvelée comme ça, puis de façon majoritaire, leur confiance. Et moi, je suis persuadée que sans l'appui de mon équipe politique, mais administrative, parce que c'est ça un gouvernement de proximité, c'est-à-dire une municipalité. Une fois qu'on est élu, là, il faut travailler vraiment. On se lève tout le monde, on se retrousse les manches, puis avec l'administration, puis c'est ensemble qu'on réalise les choses, avec bien sûr les citoyens. Alors, moi, j'ai été comme un poisson dans l'eau. Dans ce métier-là, je dirais que c'est le plus beau métier du monde. Il n'y a rien de facile, mais tellement, je dirais que c'est tellement un privilège de servir les citoyens. Alors, pour la suite des choses, bien, j'ai l'intention de reprendre un peu plus le contrôle de mon agenda. Alors, de réapprendre aussi à vivre, dans le fond, plus calmement. Mais c'est sûr que moi, le mot retraite, il faudra que je l'apprivoise, mais disons que c'est une retraite active. Puis là, je suis en train de rédiger un ouvrage sur la culture de proximité à l'intention du monde municipal. Donc, ça veut dire les gestionnaires, mais aussi les élus et les travailleurs et artistes, travailleurs culturels et les gestionnaires culturels. Alors, on verra pour la suite des choses, mais des petits projets comme ça qui me tiennent à cœur et qui vont me tenir vivante aussi. Alors, c'est une expo, la première fois qu'officiellement mon père Armand et moi, on expose ensemble. Donc, c'était une initiative du Centre d'art ici, puis on a répondu à l'appel. Puis, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le projet. Donc, c'est de créer une exposition qui est père-fils, mais qui est aussi surtout un lien entre 2 générations qui sont assez éloignées, puis une belle occasion de rassembler plusieurs époques ensemble, je dirais. Oui, définitivement. Et l'exposition crée vraiment un dialogue entre des matières utilisées qui sont des matières quotidiennes, évidemment, puis qui sont magnifiées. Donc, c'est vraiment des corpus aussi qui se mettent en dialogue assez facilement puis assez magnifiquement, on pourrait dire, oui. Dans l'exposition. Un des matériaux qu'Armand utilise, un peu son matériau fétiche, entre guillemets, si on veut. En fait, dans les années 50, il a développé une technique de moulage avec le styrofoam, qui est une technique de son invention, puis qui a continué à travailler jusqu'à aujourd'hui. Qui ramasse, c'est toutes des pièces qui ont été ramassées dans la rue. Puis ses ateliers en sont pleins, fait que c'était comme un clin d'œil à, disons, son espace de travail normal. Puis c'était aussi pour pouvoir bien expliquer, parce que juste devant, on retrouve une œuvre qui est coulée en métal, faite à base de styrofoam. Donc là, on a le produit brut, puis le produit fini à côté. Fait que c'est aussi pour expliquer de façon plus claire là, le procédé. Pour expliquer le prix de la décennie, il faudrait expliquer le prix
collégial lui-même. En fait, c'est une initiative intéressante qui a été prise il y a maintenant donc plus de 10 ans, d'amener des étudiants de tous les cégeps de la province à discuter de films, d'une sélection de films de l'année précédente. Donc, il y avait un jury sélectionneur qui identifie 5 films les plus intéressants sur lesquels débattre, et des étudiants de tous les cégeps voient les 5 films et en débattent pour ensuite éventuellement élire le meilleur film de l'année selon ce jury étudiant-là. Alors, le prix de la décennie, c'est les 10 gagnants des 10 dernières années que des étudiants peuvent revoir, ont eu l'occasion de revoir au complet, et pour essayer de nommer le meilleur de ces 10 films-là qui ont été les récipiendaires de Zénardi. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer? Je crois que ça fait aussi longtemps que vous participez à ces prix-là. Oui. Nous, on était absents lors de la toute première édition, donc on est assidus depuis la seconde édition tout le temps. On aime bien participer à ça. Moi, je suis professeur de cinéma notamment dans mon programme, et il y a un constat qui est fait depuis toujours, c'est que les étudiants d'âge collégial ont peu vu le cinéma québécois, le connaissent peu. S'ils en ont vu, ils en ont vu les grands classiques. Là, donc, alors, l'occasion du prix collégial du cinéma québécois, c'est de leur donner la chance de voir des films qui sortent un peu des sentiers, qui sont intéressants, qui sont riches, qui sont le produit de leurs auteurs, leurs cinéastes, des cinéastes qui ont parfois une signature très particulière. Et c'est aussi l'occasion de voir des fois des films dont on n'entend jamais parler. Ce n'est pas nécessairement la constante, parce qu'à côté d'un film très populaire comme Jusqu'au déclin, qui était en liste l'an passé, que plusieurs millions de personnes ont vu grâce à Netflix, on peut avoir des films beaucoup plus méconnus, comme je sais pas, Le Profil Amina, qui était un film de Sophie de Raspe, qui a été présenté il y a quelques années, qui était vraiment extraordinaire. Alors, pour moi, c'est un événement très intéressant, très riche, parce que ça me donne l'occasion d'ouvrir le dialogue avec des étudiants sur le cinéma québécois et d'entendre un peu c'est quoi leurs réserves et peut-être éventuellement de les repousser, de faire en sorte qu'ils aient un certain désir d'en voir davantage. Super. Puis pour les étudiants, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est tous les étudiants, mettons, du programme de cinéma qui peuvent regarder les films puis les juger, ou... Ça, c'est laissé à la discrétion des enseignants qui organisent des événements chacun dans leur cégep. Il y a des cégeps qui vont proposer la chose aux étudiants de toute la communauté de façon ouverte. C'est un peu notre cas à nous, à l'Assomption. Tout le monde peut participer au prix collégial du cinéma québécois librement, mais il y en a d'autres qui vont décider de l'inscrire parce que l'inscrire dans le cadre d'un cours, parce qu'il y a une coïncidence. En fait, chez nous, c'est un peu hybride, c'est-à-dire que moi, j'ai un cours sur la culture québécoise que je donne en plein au moment où on doit faire les délibérations là-dessus. Alors, je demande aux étudiants de voir les 5 films dans le cadre de ce cours-là. Mais à côté, il y a des étudiants qui ne sont pas inscrits dans un cours quelconque, qui participent à l'événement malgré tout. Donc, c'est vraiment laissé à la discrétion de chaque cégep. Des fois, il y a des cégeps pour lesquels il va y avoir 50 participants qui vont voir tous les films, d'autres qui vont être une douzaine. Et puis, il y en a 12 ou 50, c'est aussi pertinent et aussi intéressant d'avoir l'occasion de voir ces films-là et d'en débattre. Au terme des films vus et dont on débat, on va ensuite nommer, chaque étudiant nomme son premier, deuxième et troisième choix, ce qui nous amène à remplir une fiche de pointage. Et donc, à l'échelle de toute la province, le choix de chaque étudiant a la même valeur que celui d'un autre. Donc, on a été 50 dans notre cégep à regarder et à avoir un coup de cœur pour, je ne sais pas, mettons, Antigone. Ou que dans un autre cégep, ils étaient 12 à avoir un coup de cœur pour un autre film. Chaque voix a le même poids. Et au terme de la compilation de tous ces pointages-là qui ont été donnés au film, il y en a 3 sur les 5 qui sont retenus. Dans ce cas-ci, pour le prix de la décennie, ça va être 6 sur 10 qui vont être retenus et sur lesquels il va y avoir un débat final pour élire le film gagnant. Et le débat se fait entre des délégués de chaque cégep. Donc, si nous, à l'Assomption, on est 50 à avoir vu les films, on va nommer une personne qui va être le délégué de l'Assomption pour aller discuter avec d'autres délégués de chacun des films vus, des délégués de tous les cégeps. Cette année, je pense qu'on est 13 cégeps à avoir participé, 13 ou 14 cégeps à avoir participé au prix de la décennie. Donc, il y aura environ 14 étudiants qui vont ensemble débattre la fin de semaine prochaine, d'ailleurs. Et c'est vraiment une initiative extraordinaire qui a été prise par un groupe de professeurs dirigé par Pierre Fontaine, il y a eu Fanny Martin, bon, je peux nécessairement en oublier, donc je ne les nommerai pas tous, là, mais qui ont parti cette idée-là. Et la communauté cinématographique québécoise a été très accueillie très chaleureusement cette initiative. D'abord, ça permet de voir leurs films, effectivement, mais aussi c'est que ça leur a permis de tâter le pouls d'une génération dont ils ont rarement des échos.
les jeunes d'âge collégial qui vont voir ces films-là et qui vont les aimer. Moi, je me souviens, Robert Morin avait gagné avec Le problème des filtrations il y a quelques années. Il était en état de choc au moment où il a appris que son film avait gagné parce qu'il dit « Je ne pensais pas du tout que c'était une génération qui pouvait aimer mon cinéma. » Et c'est intéressant donc de voir ça, aller à la rencontre des cinéastes, les cinéastes aillent à la rencontre des étudiants en même temps. C'est une belle initiative. Alors, chapeau à ceux qui ont parti cette idée-là, qui s'inspirait un peu du prix littéraire des collégiens. Vous connaissez peut-être, c'est un autre prix, mais pour des romans québécois. Ouais. Alors, longue vie au PCCQ pour ça. Nous, comme prof de cinéma, on est hyper contents qu'il y ait des gens qui aient eu cette idée-là et d'avoir l'occasion de parler de cinéma avec nos étudiants, c'est toujours une belle chance. Super, ben merci beaucoup. Donc, tu as publié un nouveau livre qui s'appelle Café Tao. Donc, pourrais-tu nous en parler un peu? Oui, je vais commencer par vous le montrer. Donc, Café Tao, c'est un roman de littérature adulte qui convient aussi aux jeunes adultes. C'est un roman à 2 voix. Donc, c'est 2 protagonistes qui s'alternent chapitre après chapitre pour parler un petit peu... en fait, on va les suivre sur presque 2 ans de leur vie. C'est 2 cousines. Puis, c'est toutes les thématiques du passage de l'adolescence à la vie adulte, tu sais, avec les grands questionnements, là, les choix de carrière, tu sais, la définition de son identité, qui on est, tout ça. Donc, même si les protagonistes sont quand même assez jeunes, c'est un roman qui va vraiment être assez universel là, au niveau des âges. Donc, j'ai des lectrices dans la soixantaine qui m'ont dit « Oh mon Dieu, ça m'a ramené à des époques tellement le fun dans ma vie. » J'ai des lectrices adolescentes qui sont comme « Oh wow, on dirait que ça m'amène à ce qui s'en vient, puis tout ça. » Donc, tu sais, j'ai des mamans qui le lisent puis qui disent « Ah, je vais le prêter à ma mère, puis après, je vais le prêter à mon adolescente et tout ça. » Donc, c'est vraiment un grand public et tout ça. Là. Donc, oui, c'est... mon bébé. Super. Puis d'où est venue l'inspiration d'écrire ce roman-là? Bien, en fait, j'ai toujours eu un imaginaire assez débordant. Tu sais, au secondaire, quand on doit faire des productions écrites, il y en a qui sont comme « Oh non, j'y arriverai pas. » Moi, j'arrivais à 30 minutes de la fin, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, il faut que je retranche 300 mots. Là. J'y arriverai juste pas. » là. Donc, c'est sûr que tu sais un petit peu comment ça s'engendre la vie. Hein? Ouais. Tu sais, on rentre au cégep, les emplois étudiants, les petits chums, les amis, et tout ça. Là, tu sais, bon, l'université, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait 2-3 travails en même temps. Tu sais, j'ai fait des voyages humanitaires, je me suis promenée beaucoup. Bon, là, l'université, on rentre sur le marché du travail, toujours des nouveaux projets. Donc, j'avais jamais cet espace-là, tu sais, pour pouvoir dire, OK, là, je m'assois, tu sais, je prends la peine, je prends le temps et tout ça. Donc, j'avais comme un peu tout le temps mis ça de côté. Puis là, avec la pandémie, vous savez, c'est tout arrivé un peu la même chose. J'avais accumulé quand même beaucoup de fatigue, je te dirais, là, de ces 15 années-là là, à courir tout le temps d'un bord à l'autre. Donc, tu sais, je me suis vraiment ramenée, j'ai recommencé à lire, j'ai pris le temps vraiment de relaxer, de prendre un temps, puis on dirait que toute cette créativité-là, elle est revenue. Donc, du jour au lendemain, je me suis levée, je me suis assise à mon ordi, et en 1 mois, j'avais écrit un roman de 50 000 mots. Mon Dieu! Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, je me suis levée un matin, puis Café Tao, il était là. Tu sais, il y a des gens qui vont devoir, tu sais, faire un plan, tu sais, une structure, ça va être qui mes personnages et tout ça. Moi, je me suis levée, tu sais, c'était très instinctif, là. De jour en jour, je réfléchissais, la suite de l'histoire, elle était là. J'ai pas eu de syndrome de la page blanche. Il n'y a pas eu non plus de recherche, exemple, de lieu où ça a pris... C'était un roman qui est très, très, comment je pourrais dire... qui est très, très vie quotidienne, dans le bon sens du terme, là, bien entendu. C'est très accessible. Tu sais, ça nous ressemble beaucoup, là. Ça ressemble un peu à tout ce que tu sais, tout le monde va traverser cette phase-là, tu sais, le 18-20 ans, puis passer à travers tous ces questionnements-là à un moment ou l'autre de sa vie. Donc, c'est pas quelque chose qui vont partir dans l'espace ou qui vont remonter dans le temps. Ou, tu sais, c'est très humain, là. Donc, non, ça n'a pas été un roman qui a été beaucoup, tu sais, qui a été difficile à faire des recherches et tout ça. Tu sais, moi, je suis travailleuse sociale de formation, mais je pratique encore. Tu sais, les interactions humaines et tout ça, là, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment mon dada et tout ça, là. Donc, tu sais, c'est un roman qui est très humain comme ça, là. Donc, je suis partie un peu de ce que je connaissais, là. Exact. Puis, tu sais, est-ce que tu t'es inspirée
de ton travail, c'est juste, comme tu as dit, tu vois avec ce que tu connais. Oui. Moi, c'est drôle, mes amis, en lisant le livre, ils ont tous dit « Ah, j'ai essayé de te trouver. » C'est sûr que c'est pas du tout une autofiction, là, du tout. Mais en même temps, c'est un peu l'autofiction de tout le monde. Je pense qu'à l'intérieur de nous, on a tous un peu ce combat-là entre est-ce que je suis les lignes directrices qui me sont imposées? Est-ce que moi, je veux être comme ça, suivre les règles, suivre les autres? Est-ce que je veux être plus artistique? Est-ce que je veux plus m'écouter? Est-ce que je veux vraiment faire le métro boulot dodo? Fait que, je pense qu'on a tous eu un petit peu là, ce cheminement-là. Puis c'est sûr que moi, je travaille en gériatrie. Donc, je suis comme, c'est à l'opposé. Oui, je travaille en gériatrie depuis des années, là, particulièrement dans l'inaptitude chez les majeurs. Puis là, je tombe dans le questionnement de vie de 2 jeunes femmes et tout ça. Là, fait que c'est sûr que c'est un peu à l'opposé de ce que je fais d'habitude, mais c'est un roman qui va explorer des choses, le deuil, l'anxiété, tout un petit peu ce qui est un petit peu plus profond. Là. Fait que, moi, je dis souvent, c'est pas de la chick lit. C'est pas une romance à l'eau de rose, c'est pas une histoire légère, frivole, mais en même temps, il y a beaucoup de doux. C'est pas un drame non plus. Il y a beaucoup de doux, il y a beaucoup de beaux moments et tout ça. Là, donc, c'est un petit peu entre les deux. Super. Puis, est-ce que tu as justement un auteur qui t'a inspiré pour le livre? Parce que c'est des petits romans, on voit ça de plus en plus, là, que c'est quand même assez simple à lire, c'est accessible, je pense, à tous. Est-ce que tu t'es inspiré d'un auteur ou c'est... Mais en fait, je suis une folle adepte de littérature québécoise. Bon, ben, je pense qu'actuellement, la littérature québécoise fait beaucoup de livres. On est comme dans un marché incroyable, les jeunes auteurs fusent et tout ça. Donc, tu sais, il y a... moi, j'aime beaucoup Valérie Chevalier, j'aime beaucoup Marie-Christine Chartier, tout ça. C'est tous des livres un peu dans le même format, un peu dans la même vibe de... tu sais, oui, on rentre dans une histoire, on n'est pas obligé d'aller au fond de chacune des scènes et de, tu sais, pour pouvoir vivre le moment avec eux autres. Donc, c'est quelque chose, c'est pas une brique de 200 000 mots qui va prendre des mois à lire et tout ça, donc c'est très accessible. Puis en même temps, pour des lecteurs un peu plus chevronnés, le fait que ça soit accessible fait pas en sorte que c'est moins intéressant en fait. Là. Ça va être vraiment une lecture punchée, une lecture qu'à chaque chapitre, on va vouloir en savoir un petit peu plus et tout ça, là, donc c'est pas en longueur. Exact. Les éditions d'Apothéose, donc à la Noret. Pourquoi les éditions d'Apothéose? Oui, bien en fait, mon Dieu, je vais essayer de te faire une réponse courte. Ceux qui me connaissent savent que les réponses courtes, c'est pas mon fort. En fait, quand j'ai eu terminé d'écrire mon manuscrit, tu sais, je suis comme tout le monde, hein, comme j'avais l'idée de publier un roman en sachant pas tout à fait par où on commençait et tout ça. Donc, quand j'ai terminé, j'ai fait je vais commencer avec ce que j'aime. Tu sais, je regarde un petit peu les maisons d'édition que moi j'achète, dont je lis beaucoup et tout ça. Là, donc, je fais des recherches. Puis là, je commence à envoyer des manuscrits avec l'espoir et tout ça. Puis là, au fil des semaines et tout ça, je lis de plus en plus et tout ça. Puis là, je découvre qu'au Québec, c'est environ 3% des manuscrits qui sont retenus pour édition. Là. Donc, ça veut dire qu'un coup que tu envoies ton manuscrit, il y a des maisons d'édition qui vont juste jamais te réécrire. Tu sais, ça prend des mois et des mois à avoir des réponses. Et là, comme quelques semaines après avoir commencé à l'envoyer, là, j'ai commencé à recevoir des réponses négatives. Puis là, j'étais là. Là, c'est beaucoup de repositionnement face à toi-même. Puis moi, ce qu'on appelle mes bêta-lectrices, là, mes lectrices dans mon cercle, au début, je les fait lire à mes amis. Fait que là, je me suis dit, peut-être que leur regard n'est pas objectif. J'ai élargi un petit peu plus à des amis aussi, mais je me disais, vraiment, il faut que j'aille leur juste et tout ça. Puis pourtant, les gens me revenaient en disant, Marianne, c'est super bon, je suis sûre que tu as trouvé une maison d'édition. Puis là, j'étais là. Bon, fait que là, j'ai vraiment élargi un petit peu mes connaissances et tout ça. Je me suis dit, où je pars, qu'est-ce que je fais, tout ça. Puis, en fait, moi, je viens de Saint-Gabriel. Puis, dans les alentours de Saint-Gabriel, le Mandeville et tout ça, il y a un jeune auteur qui s'appelle Jacob Brûlé, que je connais pas tout à fait, qui est un peu plus jeune que moi. Je connais un peu plus ses grands frères, grandes sœurs et tout ça. Mais là, à un moment donné, dans les hasards de la vie, fait une publication Facebook où il présente son 3e roman. Puis, je suis comme, ah, ça, c'est un gars de chez nous. Tu sais, c'est un jeune homme. Puis là, son 3e roman, tu sais, soit il a compris quelque chose que j'ai vraiment pas compris, ou tu sais, soit mon roman est vraiment pas à la hauteur de ce que je pense. Mais tu sais, puis là, je prends contact avec lui, il me parle de sa maison d'édition, qui me dit, écoute, c'est des gens formidables, c'est super le fun, Là, j'avais envoyé, quand j'avais vu sa maison d'édition, j'avais envoyé mon manuscrit.
Là, la maison d'édition me rappelle en me disant « Marianne, nous, on a vraiment aimé ton manuscrit. » Je suis comme « Mon Dieu! » Puis là, ils sont comme « On est à Lanoret. » Je suis comme « À Lanoret? » Moi, je suis une fervente adepte de l'achat local. Tu sais, je suis une travailleuse sociale, je suis hyper impliquée dans la communauté. Et justement, là, mon chum puis ma famille me disent tout le temps, tu sais, je suis un peu... pas dangereuse, mais tu sais, quand ils cherchent des volontaires, je suis comme, moi, je suis volontaire, tu sais, je suis volontaire tout le temps, partout, pour toutes les causes. Fait que là, j'étais là, mon Dieu, c'était pas le plan A dans le sens où je savais même pas que ça serait possible, mais est-ce que je vais pouvoir écrire et publier un roman dans la Naudière? Ben oui, tu sais. Puis là, tout d'un coup, la vie m'avait apporté exactement ce que j'avais besoin, tu sais. Puis, tu sais, c'est une maison d'édition à caractère super humain. C'est justement des gens qui avaient le goût de faire de l'édition autrement, de pouvoir laisser la chance à des jeunes auteurs, de pouvoir se tracer un chemin un petit peu dans ce milieu-là qui est très hermétique. Puis, la vie a fait en sorte que c'est là que je suis allée. Puis, ça va super bien, là. J'ai rencontré des gens incroyables, là. Donc, Catherine, Vanessa, ils sont super disponibles. Ils calment toutes mes angoisses de jeune auteur. Ils sont de bons conseils et tout ça, là. Donc, moi, je ferais pas autrement que ce que j'ai fait là, avec les éditions de l'Apothéose. Super. Puis, de Saint-Gabriel, le roman se passe à Saint-Jérôme. Pourquoi? Ça, c'est la question qui tue. En fait, j'avais de la difficulté à situer le roman dans ma ville. Moi, j'habite à Notre-Dame-de-Lourdes, donc tu sais, je suis toujours, à part pour les études, je suis toujours restée dans la Naudière. Je suis une amoureuse de la Naudière, de tous ses aspects et tout ça. Sauf que je me disais, si je situe le roman, par exemple, à Joliette ou à Repentigny, ou j'ai peur que les gens cherchent une similitude qui n'est pas là, en disant, ah, peut-être que le Café Tao, c'est tel café, puis peut-être que tel serveur, c'est tel serveur. Donc, j'avais pas envie que les gens se lancent dans cette quête-là de choses qui n'étaient pas là, en fait, là. Puis bon, les Laurentides, ça ressemble beaucoup à la Naudière. Tu sais, je suis moins attachée aux Laurentides, mais tu sais, je trouve ça majestueux, je trouve ça beau, je trouve que c'est des gens qui nous ressemblent aussi de beaucoup sur nos valeurs et tout ça. Donc, s'il y a des gens de Saint-Jérôme qui nous écoutent, je veux dire, ne cherchez pas de similitudes, il n'y a pas de Café Tao à Saint-Jérôme. Puis peut-être même que vous trouverez que les coordonnées géographiques que je parle là, dans le roman n'existent pas, mais bon, quand même, je voulais que les gens puissent s'identifier facilement sans non plus chercher à trop comprendre où c'était là et tout ça. Super. Puis pourquoi aussi Café Tao? C'est d'un le titre, de deux pourquoi le café en soi? Et c'est une bonne question. En fait, Café Tao, je ne sais pas. C'est arrivé comme ça. Quand j'ai commencé à écrire, tu sais, moi, je suis une tripeuse de petits cafés de quartier. Là. Mon Dieu, à l'université, je passais mon temps à étudier là. Dès que j'ai comme une journée de congé, je vais prendre un café avec un livre. J'aime tout. En fait, tu sais, moi, demain matin, je pourrais changer de carrière puis être barista pour la fin de mes jours et je serais comblée, là. J'aime tout des petits cafés, la proximité avec les gens, les clients réguliers, les arômes, les saveurs, tout. Fait que, tu sais, au début, quand j'ai commencé à écrire, je pensais pas que le Café Tao allait être si central dans l'histoire, en fait. Puis, à force d'écriture, je me suis rendu compte que toute l'histoire tournait autour du café, tu sais. J'avais l'impression que c'était l'histoire de Karianne et de Noémie, mais en fait, tout tourne autour du café. Puis, tu sais, Tao, bon, tu sais, c'est sûr que Tao, ça fait référence à tout ce qui est taoïsme, le bouddhisme, tu sais, tout le zen et tout ça. Des apprentissages que j'ai fait beaucoup au fil de la dernière année, là. Justement, toute cette recherche-là de spiritualité, de se calmer, de se ramener à l'essence et tout ça. Puis ça m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture, mais en écrivant, c'est devenu Café Tao sans même que ça allait pu être un autre nom de café que celui-là. Là. Donc, puis tu sais, dans le roman, les personnages se ressourcent beaucoup là-bas. Tu sais, c'est un lieu de paix, c'est un lieu, tu sais, où ils peuvent se sentir en sécurité. Là, donc, ça faisait référence un peu à tout ça. Super, ben merci beaucoup. Ben merci à toi, je suis vraiment contente d'être venue. Puis en fait, c'est une petite maison d'édition, pas tant petite, là, mais de dire, tu sais, c'est une maison d'édition en fait qui est plus à caractère humain et tout ça. Donc on est dans quelques librairies. Okay. Dans la Naudière actuellement, on l'a à la librairie René Martin. Il l'a au Raffin à Repentigny aussi, mais vous pouvez en faire la demande à vos librairies locales, vous pouvez en faire la demande à vos bibliothèques locales sans problème pour qu'ils soient en stock et tout ça. Là, vous pouvez mentionner que c'est une auteure la Naudoise aussi. C'est sûr qu'on aime beaucoup faire tourner la roue de l'achat local, surtout dans une petite communauté comme nous. Puis en fait, le livre est très abordable. C'est un livre qui coûte 20 $.
Puis, bon, l'argent reste dans la région, là, donc on est très content de tout ça. Là. Puis peut-être, si tout va bien, je pourrais vous offrir une suite au printemps. Là. On va lancer ça dans l'univers. Super. Puis le dernier CA qui a eu lieu le 26 octobre a été une résolution qui est passée pour permettre d'améliorer les conditions de travail des préposés. Fait que, qu'est-ce que ça inclut, ce qui a été décidé? L'augmentation de salaire. Tout le monde chez nous a eu une augmentation de salaire et les salaires aussi, les échelles de salaire ont été modifiées. Fait que tout nouvel employé qui veut ou toute personne qui veut venir travailler chez ADA en entretien ménager léger va débuter à 17,50 $. Okay. Les gens qui veulent faire des travaux lourds ou qui vont travailler faire des travaux lourds chez nous vont gagner un salaire minimum de 18,75 $. Okay. Et pour les gens qui font le soin à la personne, le nouveau salaire d'entrée va être de 19,50 $. Comme je disais tantôt, ça fait partie d'une échelle salariale. Fait que ça, c'est le salaire de base. Les augmentations vont sur 6 échelons, okay. Tout dépendant des nombres d'heures travaillées pour ADA. À ces conditions-là, on a rajouté une journée de maladie supplémentaire. Fait que maintenant, les gens qui travaillent chez nous ont 3 journées de maladie, 4 journées mobiles, excusez. À ça s'ajoutent les fériés. On a droit à 11 fériés quand les gens travaillent chez nous. L'entreprise aussi, ça, c'est pas nouveau, c'était déjà là, mais l'entreprise contribue à 1% au régime volontaire d'épargne retraite à tout participant les employés qui décident de participer à ce régime volontaire d'épargne retraite. Okay. Ça couvre pas mal les nouveautés au niveau des préposés. On est toujours à la recherche, surtout présentement dans le secteur de Brandon et Berthier. Okay. On a absolument besoin de personnel pour aider nos personnes âgées à rester le plus longtemps possible à domicile. On a besoin des trois types de travail. Des gens en travaux lourds, des gens en travaux légers et les soins à la personne. On a un grand besoin. Fait que s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont intéressés de travailler chez nous, on est ouvert à vous rencontrer. Collaboration avec les Family Prix de notre région. Ça veut dire le Family Prix de Saint-Gabriel, Berthierville, Lanoret et Lavaltrie. Okay. C'est un partenariat qu'on a décidé de faire ensemble pour aider justement les personnes âgées à plus faible revenu. On amasse des fonds de différentes manières. Les fonds peuvent être ramasser les parts sociales chez nous. Les gens doivent avoir une part sociale. On est une coopérative. Fait que quand arrive la fin du contrat avec la personne, soit à cause d'un décès ou d'un placement en résidence ou d'une hospitalisation à long terme, les gens peuvent faire le choix de transférer leur part sociale qui est de 10 $ vers le fonds Family Prix. Okay. Fait que c'est comme ça qu'on accumule des sommes. Il y a un projet de faire des levées de fonds aussi chez les 4 Family Prix de notre région. Cette campagne de collecte de fonds qui va avoir lieu soit au printemps ou à l'automne prochain. Là, on est en train de déterminer ça avec la COVID qui est encore sur place, fait de voir la meilleure façon de le faire. Il va y avoir aussi distribution de cartons publicitaires avec les pharmaciens vis-à-vis leurs clients pour faire connaître notre entreprise. Je disais tantôt, c'est pour les plus démunis. L'argent va servir aux plus démunis des personnes âgées. L'argent est distribué de différentes façons. On peut donner de l'équipement gratuit aux gens s'ils n'ont pas tout l'équipement pour faire l'entretien ménager. Okay. Exemple, vadrouille, guenilles, des gants, des choses comme ça. Fait que le fonds peut servir à ça. Et il sert aussi à donner des services gratuits aux gens les plus démunis. Okay. Fait que les gens peuvent faire des demandes ou s'ils connaissent des personnes autour d'eux qui sont très démunis, bien, ils peuvent les référer chez nous pour qu'on puisse les aider le plus possible grâce au fonds Family Prix. On donne une prime de référencement de 50 $ à tout utilisateur présent, membre utilisateur de notre entreprise qui nous réfère des nouveaux clients. OK. Fait que si les membres utilisateurs à l'écoute ont des clients à nous référer, bien, vous avez droit à une prime de 50 $ qui s'applique à réduire la facture que vous avez pour les travaux que vous recevez chez vous. Une autre bonne nouvelle aussi, cette semaine a débuté les travaux pour une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite à nos bureaux.
Les travaux ont débuté lundi avec l'agrandissement du balcon avant. Dans les prochains jours, ils vont commencer la structure de la rampe d'accès. On va avoir aussi une porte automatique, fait que toute personne à mobilité réduite, mais ça va être plus facile d'accéder à nos bureaux pour avoir des renseignements, venir payer leurs factures ou communiquer avec des gens à l'intérieur du bureau. Super. Une très bonne nouvelle, ça. La rampe d'accès, c'est grâce à un plan de financement, une subvention qu'on a reçue du gouvernement fédéral pour la réalisation de ce projet-là. Les cadeaux, les gens peuvent acheter des certificats cadeaux pour donner à des gens qui sont déjà membres utilisateurs de l'entreprise ou qui voudraient devenir membres utilisateurs. Ça peut être un beau cadeau à offrir à ses parents pour diminuer leur facture au niveau des services qu'ils reçoivent de la part de l'entreprise. En près de 40 ans d'existence, l'Opération Nez Rouge a vécu de beaux moments et a relevé de grands défis. Comme tout le monde, notre organisation n'a jamais envisagé de voir un jour conjugué avec une pandémie mondiale. Néanmoins, le mouvement de l'Opération Nez Rouge étant fort et innovant, nous étions restés présents en 2020, mais autrement. En effet, toute notre équipe a mis les bouchées doubles pour offrir aux Québécois et aux Québécoises une campagne de sensibilisation numérique afin de poursuivre notre mission première, soit celle d'une sensibilisation à la conduite avec les facultés affectées. Je suis très fier de cette démonstration de résilience, mais je ne vous mentirai pas. Je suis ravi du retour de notre campagne de raccompagnement pendant le temps des fêtes en 2021. Et je ne suis pas le seul, puisque selon les résultats d'un sondage SOM, 96% de la population québécoise considère qu'il est nécessaire de continuer à offrir des services de raccompagnement. Et 93% de la population considère que l'Opération Nez Rouge contribue à changer les mentalités à l'égard de la conduite avec les facultés affaiblies. De nos jours, l'Opération Nez Rouge est établie comme une tradition du temps des fêtes, que l'on soit bénévole ou utilisateur et utilisatrice du service. Notre équipe est donc très heureuse de pouvoir à nouveau offrir cette année une option supplémentaire pour un retour sécuritaire à la maison. Enfin, quand on pense à Nez Rouge, on pense automatiquement à nos valeureux bénévoles, ceux et celles sans qui ce mouvement ne serait pas envisageable. C'est pourquoi je tiens à leur rendre hommage en les remerciant d'être toujours présents après tant d'années. D'ailleurs, une mention tout à fait spéciale à nos maîtres d'œuvre qui auront à mettre en place cette campagne de raccompagnement dans un contexte qui va certainement engendrer son lot de défis. Merci de croire et de porter la mission de l'Opération Nez Rouge. Merci pour les nuits blanches, les fous rires, les anecdotes et les nombreux raccompagnements. C'est pour cette raison qu'un point d'honneur sera mis tout au long de la campagne au respect des différentes mesures sanitaires. Parmi celles-ci, notons que les bénévoles œuvrant sur le terrain devront présenter un passeport vaccinal valide. Le masque de procédure sera fourni et obligatoire en centrale et dans les véhicules pour les bénévoles et les clients. Nos mesures incluent entre autres la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et des surfaces, l'aération dans les véhicules, de même que la prise des symptômes et la tenue d'un registre. Nous avons la conviction que ces mesures contribueront à la sécurité des bénévoles et des clients. Elles permettront à l'Opération Nez Rouge de continuer à prioriser la prévention et la prudence, tout en conservant la nature conviviale et rassembleuse de notre mouvement.
Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous!